Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission et une nouvelle histoire. Vous savez qu'on aime ça sur ABC Talk TV, raconter des histoires, pas n'importe lesquelles, qui plus est des histoires vraies, la plupart du temps, des tranches de vie. Et c'est une histoire assez bouleversante que nous allons vous raconter aujourd'hui avec mon invité, une histoire qui aurait pu ne jamais connaître de happy end, comme on aime tant les avoir dans notre enfance avec les récits que l'on nous racontait tout petit, mais qui... Vous allez l'entendre avec mon invité aujourd'hui, a eu ce petit coup de pouce du destin qui lui a permis justement de prendre la bonne direction et aller vers une direction plus apaisée dans cette tranche de vie justement. Elle en a fait un ouvrage qui est absolument incroyable aux éditions Mama Édition, cette maison qu'on aime particulièrement, et le titre est tout à fait évocateur. De l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange, de la folie au sacré, tout est dit. Et vous allez voir qu'elle se livre, c'est un livre touchant, poignant également, et qui est très beau. C'est un joli témoignage, encourageant également pour les gens qui sont en situation de dépression ou voire diagnostiqués, parfois bipolaires. Marie Delatour est mon invitée et elle est sur les canapés d'ABC. À tout de suite. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous donc, et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. J'ai gardé la coquetterie des lunettes. Je viens de me rendre compte à l'instant, d'habitude je ne les mets jamais, mais enfin là voilà, avec la barbe et les lunettes, ça y est, le garçon fait son âge. Bonjour Marie, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Marie. Bonjour Marc. Merci infiniment. On se tutoie, on vous voit. Moi, le tutoiement me va bien. Bon, allez, très C'est bien. plus facile. Je suis très content que tu sois parmi nous sur ce plateau pour que tu nous racontes un petit peu plus en détail cet ouvrage qui est, j'allais dire, presque une révélation. En tout cas, est-ce qu'il t'a permis de guérir presque ce livre? Ouais, ça a été une vraie thérapie de l'écrire. Et puis avec quelle maison d'édition aussi. Maman, ils aiment les histoires comme ça, les tranches de vie un peu bousculées. Ils aiment les histoires et ils n'ont pas peur de soutenir les gens au-delà de ce qui est imaginable peut-être pour un éditeur, quoi. Moi, j'avais besoin de me sentir en sécurité, j'avais besoin de soutien, vraiment, pour oser sortir ce livre. Et ils ont été là pendant 5 ans au moins, ou un truc comme ça. Parce qu'entre le moment où je les ai rencontrés et le moment où le livre est sorti, il y a eu 6 ans. Ouais. Et d'ailleurs, tu dis, la plupart des gens qui viennent s'installer là disent « Oh là, j'ai écrit en 6 mois, j'ai écrit en 3 mois, j'ai écrit en un an. Non. » Presque 9 ans. Oui. Entre le moment où j'ai écrit et la publication, 9 ans. Ouais. Et alors effectivement, Mama Édition, moi je fais un clin d'œil à Juliette, je fais un clin d'œil également à Tigrane, parce que Tigrane dit, avant d'éditer quelqu'un, j'ai besoin d'aimer l'auteur. Donc on sent qu'il y a une vraie relation amicale entre l'éditeur et l'auteur, et ça c'était important. Ah, complètement, une vraie relation de confiance, et je crois que dans ma vie, j'ai du mal à à travailler avec des gens avec qui il n'y a pas quelque chose de très... Enfin, un amour, quoi, une amitié, quelque chose de profond. Et Tigrane qui a sorti la fameuse trilogie Chaman, qui est juste incroyable. Et je crois qu'il sort les nouveaux, là. Les 3 autres qui suivent. Qui arrivent encore. Ça a été... D'ici cet été. En tout cas, on va parler de ça. De l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange, journal d'une guérison de l'âme, Marie Delatour. Et dès que j'ai lu le livre, la première question que je me suis posée, c'est, je me suis dit, mais ta famille a lu ce livre? Ouais, ils ont lu, ils sont hyper fiers. On a fait un immense travail de réconciliation, donc ils sont OK avec tout ce qui est dit, et ouais. Parce que ça bouscule. Ouais. Clairement. Ouais. Et donc on pourrait s'imaginer qu'effectivement, est-ce que tu t'es restreint sur certaines choses? Est-ce que tu dis tout dans ce livre? Ou est-ce que tu te dis quand même qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses que tu peux éviter de raconter pour préserver justement ta famille? Alors j'ai fait hyper attention à rester sur mon point de vue, à pas incriminer qui que ce soit, et à rester dans ce que moi j'avais vécu, en fait. De rester vraiment à décrire les ressentis que j'avais à l'intérieur de moi, et pas essayer de me demander de qui ça pouvait être la faute, et de rester vraiment neutre pour que ce soit mon espace. Objective. Et surtout que ce soit mon espace à moi, que je puisse
légitimer, c'est ça? Ouais, être légitime à. Ouais, Mmh. et autoriser en fait tous ces sentiments que j'avais complètement étouffés toute ma vie en Ouais, fait, ouais. et de leur donner un espace et qu'ils existent en tant que mon sentiment et pas celui de mes parents ou de je sais pas qui. Alors on va. Ça va vite hein, de dire que c'est de la faute de telle ou telle C'est personne. pour ça que je t'ai posé la question au Oui, début de savoir si est-ce que tes parents, est-ce que ta famille, est-ce que tes proches ont lu le livre parce que dès les premières lignes, t'attaques fort quand même, et notamment cette relation avec ta maman qui est un peu particulière aussi, et avec des phrases, on va y revenir. Mais déjà rien que sur le titre, de l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange. Alors on met de côté pour l'instant les rives du Gange parce que ce sera évidemment peut-être l'endroit qui va te permettre d'avoir cette renaissance. mm, Mais l'hôpital Sainte-Anne, beaucoup de gens connaissent l'hôpital Sainte-Anne et on sait pourquoi on y va à l'hôpital Sainte-Anne. ouais. On ne sait pas forcément quand on y ressort. Quand est-ce qu'on ressort de l'hôpital Sainte-Anne? Mais souvent on dit, pardon pour le côté un peu trivial ou péjoratif, c'est l'hôpital des fous. Mais carrément, bien sûr. Et moi, à ce moment-là, quand j'y rentre, j'hallucine, quoi. Je comprends pas. Enfin, je tombais. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fous là? C'est absolument pas prévu dans mon plan de carrière, ça. Alors on va revenir là-dessus parce que, bon, tu es né en 87, tu as deux sœurs, dont une demi-sœur, hein, Oui, c'est ça? Et exactement. alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on pourrait se dire, bon, Marie de la Tour, voilà, elle est issue d'une famille, de la bourgeoisie parisienne, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas voilà, problème de carrière, il y a pas de. C'est une petite fille modèle dans un univers modèle du Paris 16e, voilà. Bon. Donc tout pourrait coller Oui, et ça collait jusqu'à ce que je pète un câble, quoi. jusqu'à ce que tu pètes un câble. Ouais, Est-ce que tu te souviens de cette période où justement tu pètes ce câble? Est-ce que c'est cette fameuse première amourette ouais. qui fait qu'il y a un moment Ouais, donné. parce que moi, je le vis à fond, hein. Ouais, Pour c'est moi, ça. c'est pas une amourette. Pour moi, c'est l'homme de ma vie. On va se marier, on va avoir des enfants ensemble. Ouais. Je n'imagine pas. T'es au lycée? T'es au collège? Oui, je suis au lycée, ouais. Ouais. Et j'imagine pas autre chose. Et c'est tout de suite complètement, infiniment. Et donc, quand ça se brise, ben moi, il me reste plus rien. Et je me rends compte, en fait, enfin, j'ai l'impression que plus rien n'existe. Et surtout pas moi. Et si j'avais pas tellement confiance en moi, ah bah là, c'est fini, quoi. Alors revenons sur cette confiance, revenons sur la relation que tu as avec tes sœurs, la relation que tu as avec tes parents, parce que le point de départ, avant même cette relation un petit peu difficile que tu as avec cet amoureux, mais c'est encore une fois une amourette de collège, de lycée, quelle relation tu as avec tes parents? Parce qu'on sent bien que c'est quand même extrêmement tendu, même la relation avec tes sœurs. T'as pas l'air d'être à ta place dans cette famille. Bah, en fait, avec mes sœurs, c'est compliqué, ouais. On s'engueule tout le temps, donc je grandis avec ma sœur, enfin ma plus petite sœur aînée, Hmm. je suis la dernière, et, euh, et on s'engueule tout le temps, on n'arrive pas à communiquer, Mais ça euh, c'est comme dans toutes les familles. il y a quand même une violence verbale. Hmm. Je pense qu'il y a une violence verbale dans la famille de manière globale, qui est comme de la violence ordinaire qu'on peut tolérer, mais qui, en fait, moi, me bouffe complètement, je pense. Et toi, en tant que petite dernière, tu subis. Je subis et à la fois, je l'accepte peut-être. Je pense que le premier, il se prend la poubelle directe, il n'a pas d'espace. Je suis l'aîné, donc je Oui. sais de quoi tu parles. Mais moi, en tant que et voire même troisième, en Troisième, fait, ouais, ouais, ouais. eh ben, j'ai peut-être un peu d'espace, en fait. Et là où ça peut être intégré comme normal, ben, moi, j'ai peut-être une distance qui me permet de me dire, mais en fait, pas du tout, ça, c'est pas normal. Tes parents, comment est-ce qu'ils voient les choses, cette relation aussi conflictuelle avec tes sœurs? Est-ce que tu es soutenue? Est-ce que tu... Eh ben, je suis la petite dernière, donc moi, je suis toujours très gentille, toute mignonne. Donc oui, c'est toujours... on demande à Agathe d'arrêter d'être méchante avec la petite, Oui, c'est quoi. ça, oui, c'est Hein. la phrase Voilà, classique. arrête d'être Arrête de jalouse, arrête de l'embêter. l'embêter. Ouais, c'est ça. Mais en fait, si elle est jalouse et qu'elle embête la petite, bah, peut-être que en fait, c'est normal. Tu as une façon de te décrire en disant petite, j'étais très triste, solitaire, je me sentais enfermé, j'ai mis du temps à réussir à m'exprimer. Ouais. Donc on sent qu'à un moment donné, tu te refermes dans ton cocon comme ça, pour essayer peut-être de te protéger de l'agression que tu as de tes sœurs, du non-soutien que tu as peut-être de tes parents, ce qui fait que tu te forges, une espèce de carapace peut-être, non?
Ouais, il y a ça, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, des vécus qu'on ne sait pas, il y a peut-être Du transgénérationnel, tu parles? peut-être Mmh. ou peut-être du vécu du nourrisson. Mmh. Je saurais pas dire ce qui se passe pour que je sois un enfant si triste dans mon cœur euh, après il y a peut-être une sensibilité et une manière de voir la vie que j'arrive pas à partager. Mmh. Euh, J'aimerais faire de la musique, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont Sous-jacentes, comme ouais, ça, et qui sont ouais, enfouies peut-être, et que tu n'arrives pas et que je nécessairement à... sais même pas verbaliser. Ouais, Enfin, c'est je ça, suis à mettre des mille mots. lieues Ouais. de savoir Mmh. qu'il y a ces choses-là, en fait. Donc il y a ce fameux chagrin d'amour, où là tu dis je pars en vrille hein, complètement, on est en 2004, c'est au lycée, et pourtant tu es dans ces fameux lycées très bourgeois, parisiens, etc. Et on pourrait imaginer que là aussi tu pourrais te sentir bien dans tes baskets, qui sont d'ailleurs très colorées aujourd'hui, je vois ça, et ben c'est pas le cas, et donc ça vient se rajouter à ce mal-être Ouais. que tu vis depuis toute petite. Et là, il n'y a pas d'alerte de tes parents? Euh, ils s'imaginent pas une seconde que je peux Que tu as mal. à ce point-là. Ils sont du style, ben allez, ça va aller, allez, t'as toujours. Enfin, j'ai jamais posé de problème de toute ma vie. Je suis vraiment enfin, je suis l'enfant modèle, quoi. Est-ce que tu es une bonne élève? Je l'étais jusqu'au collège, où au collège j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive, mais parce qu'il y a trop d'infos en fait. Euh, en... Et puis je le vis mal en fait d'être si bonne élève. Au primaire, j'étais très très bonne élève, genre la meilleure de la classe ou des trucs comme ça. Et je me souviens d'avoir des bons résultats, parfois meilleurs que mes copines, et j'étais mal, je Ouais. supportais pas ça, je voyais pas pourquoi moi on me félicitait et pas les. Enfin, je comprenais pas. Alors que je travaillais pas, enfin, c'était comme ça, c'est Tu avais ces naturel. facultés, ces facilités Ouais, que les j'avais. autres n'avaient Ouais, pas nécessairement. ouais. Ouais. Donc Ouais. je voyais pas pourquoi j'étais. Alors, il y a donc ce petit clash sentimental, il y a ces dérapages effectivement avec la famille où on ne se comprend pas très très bien, les relations avec les sœurs, les parents, tout ça est assez compliqué. Puis il y a un deuxième clash entre 2005 et 2006 où là tu vas intégrer un autre collège parce que tu passes on va dire, d'un collège d'élite Ouais, à un collège public, ouais, ça c'est un dit choc. normal. Et là, c'est un choc. C'est un choc parce que c'est toute ma vie et toute ma pensée qui a été forgée à une espèce de, je sais pas, on nous met en compétition par rapport au reste de la société, quoi. Et donc, quand je me retrouve dans le reste de la société, ben, c'est un choc Ça énorme. va pas du tout. Non. Ouais. C'est à Levallois-Perret. Et tu dis, tu te retrouves quand tu parles de ces gens qui sont effectivement des étudiants, ça te fait rire? Ouais, ça me fait hyper rire Parce que parce que il y avait c'est ce snobisme un peu ambiant qui me fait hyper rire parce que quand je lis les phrases, je sais pas, à un moment je dis si j'étais en enfer maintenant, je suis je sais plus, enfin c'est hyper violent quoi ce que je ressens à ce moment-là. oui, oui, tu te considères comme en enfer. C'est-à-dire que le Ouais, cadre n'est pas du tout, tu te sens pas légitime du tout à être ici, quoi. bah c'est encore pire quoi. Ouais. Et là non plus, il n'y a pas d'alerte, tes parents ne voient pas cette situation où tu es en train de glisser. Moi, Non. c'est ça qui m'étonne pendant toute la lecture, c'est qu'en fait, on te laisse complètement. Tu vois, on Je- sent que tu glisses comme ça Ouais, et que complètement ouais. Et ils voient pas. personne te suit. Non. Bon. Parce que ça n'existe pas en fait. Hmm. Parce que c'est hors de leur champ, de leur pensée. La dépression n'existe pas, la tentative de suicide n'existe pas. Et elle sera présente chez toi. Ouais, Mm. tant que je ne les y confronte pas directement, et ça n'existe pas en fait. Ouais. 2006, on est en mai, direction les urgences de l'hôpital Sainte-Anne, Ouais, parce que tu as fait une tentative de suicide. ouais. J'ai envie de rire aussi parce que j'ai tellement l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être la thérapie du livre qui te Ouais, fait prendre conscience complètement. de l'absurdité, pardon, Oui, mais mais à l'époque, complètement, la oui. souffrance est là. Mais Donc, ça pose en effet, là je vois le livre posé sur ton bureau, et ça pose en effet une distance énorme entre les faits et moi-même.
il y a un autre personnage, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu tout ça. Et ce qui est intéressant, et je sais qu'à cet instant-là, d'après ce que tu viens de dire, il y a des gens qui disent mais comment elle s'en sort? Comment elle s'en sort? Quel a été justement Ouais, le virage? En tout cas, effectivement, tu es à Sainte-Anne en 2006 et tu dis je m'endors dans le monde frelaté de la camisole chimique. Bon, bah là, ça sent les médocs, hein, ouais, ça c'est sent ça. Oui, 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 là, ça va mettre quelques années. Combien de temps tu restes à Sainte-Anne? À Sainte-Anne, en fait, finalement, c'est assez anecdotique, hein, Oui, Sainte-Anne, hein. J'y reste une nuit. C'est le CPOA, je crois, ça s'appelle comme ça, le centre de tri, en fait. C'est les urgences psychiatriques. On nous met là et puis après, on décide un peu de ce qui va se passer, de là où il y a de la place pour vous, à quel endroit, voilà. et c'est là que tu es diagnostiqué bipolaire? Non, non, C'est plus tard? ce sera plus tard, ouais. À ce moment-là, on va juste m'envoyer en clinique. Dans une clinique. On va pas trop réfléchir à un diagnostic. Enfin, c'est la dépression, tentative de suicide, mise en danger de soi-même. C'est ça, ouais. Ça suffit pour m'envoyer. Il y a Voilà. une phrase, quand je crois que c'est ta mère qui vient te récupérer, Elle est horrible celle-là. elle est terrible. Ouais, Non mais on peut la dire? ouais, on Non peut mais elle est la dire. monstrueuse. Ouais. C'est-à-dire qu'elle vient te chercher à la clinique et le soir ou le surlendemain ou le lendemain, il y a une fête Ouais. et c'est ce que vous appelez la fameuse fête qui permet justement voilà, de l'après-hospitalisation. Ouais. Et là, bon, tu fais la fête, Ouais, je fais nimp. voilà, tu picoles un peu, Et je fume des et tu pétards. fumes des pétards, etc., Ouais. etc. Et là, ta mère le sent. Ouais, Et bah, quand elle elle le vient voit, te ouais. récupérer, elle dit cette phrase, t'as qu'à te foutre 3 balles dans le crâne, ça ira plus vite. Alors que tu es déjà dans cet état quand même, on sent qu'il y a des choses qui vont pas. Tu sors d'une tentative de suicide, tu étais à Sainte-Anne, tu te retrouves en clinique, elle vient te chercher et elle te sort cette phrase-là. Je suis très étonné de ça. Ouais, mais en fait, moi, je suis très étonnée du manque de soutien De compassion. aux familles, en fait, Ah parce ouais, que, en fait, eux, ils se rendent toujours pas compte. Ils pensent que je fais des caprices. Ils comprennent pas. Ça fait pas partie code. de leur code. Ils ont pas d'amis qui. Puis c'était il y a quand même 20 ans maintenant. Hmm. On parlait pas Oui, on n'en du parlait pas, tout c'est vrai, ouais, ouais, des c'est vrai. choses de la même C'est manière. vrai, c'est vrai. Il y avait pas ce truc de sensibilité, je sais pas, la communication non violente, ça n'existait pas. Enfin, je sais pas, je pense que c'est vraiment, c'est une autre époque et c'est un milieu social particulier aussi où, où C'était pas autorisé, on ne s'autorisait pas à pouvoir, j'allais dire, penser que tu puisses être comme non, ça, quoi. C'est-à-dire dans ton milieu très bourgeois, ouais, c'était pas convenable, c'est ça ça. se faisait pas. Et puis surtout, on était persuadé en me foutant des coups de pied au cul, ça Ça marcherait. marcherait. Ouais. C'était vraiment le. Aujourd'hui, ça semble complètement une absurdité. Mais Hein. c'est archaïque en Mais fait. complètement, C'est complètement, complètement archaïque. complètement. Et en fait, mais à l'époque et dans ce milieu-là, Hmm. c'était. C'était comme ça. Et là, en lisant le livre, il y a des copains de mes parents qui me disent ah oui, mais je comprends mieux ce qu'on vit quand on est en dépression. Et ah bah oui, il serait Ouais, peut-être il serait temps. peut-être temps. Ouais. Alors, quand tu disais que tu es une bonne élève, effectivement, tu vas quand même aller jusqu'au bac. Oui, j'ai réussi à aller jusqu'au Et bac. attention, s'il vous plaît, avec un bac scientifique en plus de Oui, ça. Ouais. avec un 4 en maths. Exactement, pour un coef 8, c'est bon ça. Ouais, c'est bien. C'était bien. On est pas mal. Je crois 7, je sais plus. Je Ouais. n'avais pas pris la Enfin, spécialité, donc. à partir de ce moment-là, malgré les petits déboires, on aurait pu imaginer que tu étais calmé, que tu avais pris conscience de certaines choses. Tu vas aller du côté de Nanterre pour essayer de faire un petit peu de droit. Ouais. Bon, c'est pas ça. Et puis en 2006 toujours, on est au mois de décembre. Bon, alors là, il y a les soirées entre copains, les soirées copines, et tu franchis encore un cap. Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, dans les substances illicites, on Ah y bah, va, quoi. non, mais j'essaye, enfin, pas tout, non, mais ce qui passe, quoi. Et là, c'est la cocaïne, donc j'y vais, allons-y, quoi. En plus, ça me donne de l'énergie. Comme j'ai tendance à être assez fatiguée, ça donne confiance en soi. C'est le truc génial. Là, je suis Que trop tu contente, pensais quoi. à l'époque, hein, précisons ça. Oui, Au oui, passage, hein. pardon, oui, bien Ouais, sûr, ouais. non, mais c'est pas génial. Mais sur le moment, Sur le moment, oui, bien sûr. sur le moment, j'ai l'impression de découvrir un truc qui m'apporte énormément. À ce moment-là, deuxième hospitalisation. Alors, est-ce que la deuxième, elle est
avant ou après que À j'ai Meudon. commencé la... Si, ouais, c'est ça, ouais. En 2007, ouais. Ouais. Deuxième Ouais, ouais. hospitalisation. Et là, c'était sur une volonté de tes parents aussi? Non, c'était plutôt moi. Parce que je pensais que je pouvais faire des bêtises, que Ouais, je pourrais me mettre en danger. Donc, d'accord. je me sentais retomber et finalement, j'avais pas forcément envie de refaire une tentative de suicide. Tant Donc je qu'à me faire. suis dit, allons-y, voilà, il y a ce truc, c'est le seul truc qui existe pour me protéger de moi-même. Tu restes Donc, combien de temps? un petit mois, je dirais, Hmm. pas très très longtemps. Et là, ça te permet justement de reprendre des forces, de repartir et d'envisager une carrière dans le journalisme et de te dire, bah voilà, je voudrais faire ça. J'avoue que je sais pas trop tout ça me semble assez flou. J'arrive à donner des dates quand vraiment je me concentre beaucoup pour essayer de voir quoi était avant quoi, mais au final, Hmm. tout ça me semble extrêmement flou. En tout cas, la chronologie, moi, je l'ai 2007, l'école de Ouais, journalisme à Tolbiac, ouais. que tu vas faire. Et puis alors là, évidemment, deuxième grosse love story. Ouais, là, Tu tombes encore amoureuse. T'es un petit peu cœur d'artichaut quand même, hein. ouais, On à a fond tout un le petit peu temps, énormément, intégralement. intégralement. Ouais, ouais. sans Donc tu tombes aucune- amoureuse et alors évidemment tu tombes sur un type qui est juste un manipulateur. Donc Ouais, enfin quelqu'un qui, en tout cas, on se comprend pas, ouais, quoi. c'est ça, ça le fait pas. Voilà, lui, moi je pense que on va vivre une histoire, et puis lui, il n'est pas du tout intéressé pour vivre une histoire, quoi. Donc, Est-ce qu'il le sait aujourd'hui que tu as écrit ce bouquin? non, 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 il sait pas que Il j'ai sait pas. écrit ce livre, Est-ce non. que tu sais où il est au moins? Pas du tout, Bon, non. ça va, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Mais enfin, les conséquences sont encore assez terribles parce que re-tentative de suicide, re-hospitalisation. Ouais. Ouais, et puis là, en plus, c'est au ski, enfin, une bande de jeunes au ski, la Ouais, nana qui essaie de se foutre en l'air, c'est terrible. ça la fout mal, quoi. Alors, Eux, ils ont vécu, je pense, ils s'attendaient jamais à ça de toute la vie, quoi. alors il y a, Enfin, il y a une chose avec Nelly qui préparait l'émission aussi, elle me précise que ce qui est assez étonnant, c'est que toutes tes hospitalisations, elles ont lieu à une période bien spécifique dans l'année. ouais, C'est toujours en l'hiver. hiver. Ouais, ouais, C'est peut-être la dépression saisonnière en même ça temps, hein, ressemble un peu à ça. À ouais, l'époque, on le connaît pas. qu'on ne connaît pas On connaît pas nécessairement. Ouais. la dépression saisonnière. Donc, je pense que ces alternances vont être interprétées comme de la bipolarité, peut-être à juste titre. Ouais, J'avoue que je sais toujours pas vraiment si c'est la bonne case pour moi, ouais, bipolaire. ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, il fallait sortir de là. Il fallait faire quelque chose. Il fallait qu'à un moment donné, il y ait un déclic. Parce que ça, je suis convaincu que ceux qui nous regardent aujourd'hui se posent la question. Et ça vient, c'est quand ce déclic? L'école de journalisme te permet d'être en relation effectivement avec d'autres personnes. Et c'est là que tu rencontres une réalisatrice. Il y a Capucine et puis il y a une stagiaire qui s'appelle Julia. Et Alors, c'est pas en école de journal, c'est c'est après. après. Voilà, Mais ce que je veux c'est dire, ça. c'est Mais c'est que pendant le stage de l'école, c'est tu as pendant raison. le stage de l'école de journalisme. Parce que pendant mon école de journalisme, je rencontre Julien, qui sera qui sera mon mari. Absolument. Mais ça, on y trop viendra bien. après. Mais j'ai envie de parler de lui, Ben forcément. évidemment, évidemment. Mais c'est le déclencheur parce qu'on attend toujours ce moment de prise de conscience qui fait que tu vas te rendre compte qu'effectivement les choses ne vont pas bien et qu'il va falloir vraiment faire quelque chose. Et donc, il y a cette réalisatrice qui s'appelle Capucine et qui te propose de venir faire un stage avec elle en Inde Mm, pour faire ouais. un documentaire sur un endroit bien spécifique. Bah, sur un endroit, c'était d'abord, enfin oui, l'endroit bien spécifique au départ. Le premier tournage avait lieu dans le Bihar pour un enseignement du Kala Chakra donné par le Dalai Lama. Ouais. Donc tout ça, ça peut paraître du chinois, enfin oui, c'est du tibétain, enfin non, du sanskrit. Enfin bref. Donc Kala Chakra, c'est un enseignement qui rassemble des milliers, des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier et beaucoup de moines tibétains. Ouais. Et voilà, par ce grand moine qui est le Dalai Lama. Mais est-ce que tu te dis à ce moment-là, j'y vais parce que ça va me permettre de sortir un peu de l'hexagone et puis ça va me changer les idées, ou tu y vas parce que tu es convaincu qu'effectivement peut-être que cette philosophie de vie-là va t'aider, te faire avancer dans ton cheminement? Quelle est la raison première qui t'incite à partir avec cette réalisatrice? Alors je rigole parce que franchement, pour moi, je m'attends pas du tout à ça. Ouais. C'est juste, je suis un peu en quête d'exotisme et de sortir de ce que je connais. Ouais. Et puis le Dalai Lama a l'air d'être un mec plutôt cool. Donc voilà, mais franchement, j'y connais rien, moi. Et il y a 15 ans, enfin, je sais plus il y a combien de temps, Ouais. il y a 10 2011. ans, 10 ans, calmons-nous. 2011.
Mais on ne parle pas du tout de méditation, de yoga comme aujourd'hui. C'est pas du tout à la mode. C'est pas. Oui, donc tu ne vas pas dans cette optique-là du tout. Ah non, mais je sais pas du tout ce qui m'attend. Je suis à milieu de savoir que je vais vivre ça. C'est ça qui est génial. Tu y vas, tu es toujours sous médicaments? Ouais. Ouais, tu es toujours en traitement. Comment se passe donc cette rencontre avec cet univers si particulier qui te sort de ton 16e arrondissement? Oui, et ben étonnamment, ça se passe très naturellement. Je rencontre un monde que je ne connais pas, mais au milieu duquel je me sens très à l'aise. Ouais. Et ça, c'est un gros choc aussi parce que, je sais pas, il y a un moi qui se révèle, que je ne connais pas et qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sage, qui sait méditer, qui sait... Donc ça, c'est... Méditation que tu apprends sur place, le yoga, le chant? Oui, tout. Enfin, le chant, non, j'ai une expérience de chant. Oui, mais mais, le fameux Om. mais le home, j'avais home. jamais prononcé C'est un ça. home de toute ma vie. Ouais. Moi, je chantais dans les chœurs, dans des chœurs de Mozart. Je chantais avec une voix très aiguë, des choses très techniques. Donc tu te sens bien là-bas? Hyper bien, ouais. Et combien de temps tu restes? Il y a le premier tournage qui va durer, je crois, 1 semaine ou 10 jours. Et après, je repars à New Delhi, donc je reste en Inde à bosser sur le film. On continue le yoga, on continue à suivre des enseignements de grands maîtres tibétains. Ça fait partie du film, en fait. Et puis, on traduit des trucs, des interviews qu'il faut que je scripte. Donc ça, Tu es dans ton élément. Ouais. On sent que tu te sens, t'es bien là où tu es. Je suis bien et à la fois, parfois, c'est hyper violent aussi. Ouais. C'est pas. Je me sens. Il y a quelque chose une force très tranquille qui s'ancre, je sais pas, qui se manifeste. Et en même temps, il y a une douleur avec Capucine. C'est pas toujours facile d'être dirigée. Moi, c'est dur d'être dirigée, qu'on me dise ce que je dois faire. Et puis je me retrouve aussi à devoir prendre soin de Shambhavi, mais surtout à devoir porter les colis de sa mère et les trucs. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et puis il y a une difficulté physique aussi de devoir suivre le tournage, ça va dans tous les sens, de devoir être aux petits soins, d'aller chercher le Enfin voilà, il y a beaucoup de tâches très concrètes qu'il faut réaliser. Voilà. Et tu décides de rentrer en France? Je devais revenir au bout de 3 mois et je prends pas mon avion. Non, c'est ça. Ouais. Donc tu reviens quand même en France à un moment donné. Et 6 mois, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois. Et là, peut-être que la sagesse qu'on essaie de t'inculquer sur place, l'univers dans lequel tu te sens si bien, qui contraste complètement avec ce que tu vis en France et au cœur, au niveau de ta famille, on aurait pu imaginer que ça allait peut-être te faire du bien et apaiser les tensions qu'il y avait avec ta famille, sauf que c'est pas du tout le cas. Non, le retour est horrible. Bah ouais. Je suis alors encore pire, en décalage. Oui. Alors là, je mange plus de viande. Encore une fois, c'est il y a 10 ans. D'être végétarien, c'est un truc de fou, quoi. Donc il n'y a aucune proposition de steak végétarien dans les supermarchés. On n'y est pas encore. C'est encore limite en ce moment. Alors ouais, bon, voilà. ouais, Enfin, ouais. Donc là, mais elle bouffe plus de viande, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tu vas devenir comme un légume. Et la betterave, elle crie aussi quand tu la... Enfin bref, tous les clichés les pires, j'y ai droit. Enfin voilà, ça se passe pas du tout. Et là-dessus, on rajoute la disparition de ta grand-mère. Oui. Évidemment en octobre 2022. Donc tu repars à ce moment-là en Inde. Et ce qui est fou, c'est que quelqu'un, enfin un proche de Capucine et de l'équipe du tournage, me propose de me payer mon billet. Donc, ce qui tombe très bien. Donc je dis oui et j'y vais, j'y retourne. Et là, c'est merveilleux parce que j'ai étudié un peu plus que le monde du bouddhisme, donc le monde du Tibet. Donc je reviens un peu en étant beaucoup plus sûre de moi et en sachant beaucoup plus me laisser guider par ce que je ressens. Et il y a une alchimie avec Capucine qui est beaucoup plus facile.
Et là, c'est génial, quoi. Mmh. Ouais. Et tu dis, il y a certaines choses, et notamment, c'est un nouveau documentaire, hein, je crois, c'est ça, pour Alors, en le fait, deuxième passage en Inde? ça fait partie toujours du même documentaire avec Capucine qui est finalement de rassembler toutes les personnes qui ont la vision que le Dalai Lama de son vivant retournera au Tibet. Donc c'est une vision que le Dalai Lama soutient toujours, hein, Mmh. mais qui est quand même assez rare et qui demande, c'est des gens extraordinaires qui ont ces visions-là. Et il y a aussi tous ces Tibétains qui finalement se sont immolés pour Oui. soutenir ce J'ai vu message-là. ces images-là, c'est terrible, hein. Donc moi j'ai Mm. bossé là-dessus pendant 3 mois, vraiment en étant focalisée là-dessus, c'était très intense. J'ai rencontré des Tibétains, c'était exceptionnel ce que j'ai vécu, exceptionnel dans le sens où exception, c'est pas cool. C'était pas cool du tout, mais c'était fou, quoi. Et personne n'en parlait chez nous. Mm. C'est ça qui était le Mais plus encore dingue. aujourd'hui d'ailleurs, hein, Qui encore sait aujourd'hui, que on en parle. 120, 130, je sais plus, Ouais. Tibétains se sont immolés par le feu pour protester Contre l'oppression. contre l'oppression chinoise. Mm. C'est juste hallucinant le manque d'infos. Qu'est-ce que ça va changer chez toi, le fait d'avoir fait comme ces espèces d'allers-retours comme ça en Inde? Est-ce que le décalage que tu as avec notre vie européenne, la vie française, la vie parisienne, dans le 16e, le contraste il est tellement saisissant que c'est à ce moment-là que il y a des rencontres, on a le sentiment que le destin fait que tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Je pense notamment à ce monsieur Jacques Vigne, que tu rencontres là-bas. Jacques Vigne, je le rencontre dès le départ, en fait. Il est assis là en méditation, je le rencontre dès le Alors, départ. qui est Jacques Vigne? Alors, Jacques Vigne, c'est un médecin psychiatre qui soigne par la méditation, en fait. Et ça fait des années. Alors ça peut faire réagir, hein, parce qu'on va dire, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Qu'est-ce qu'il soigne? On imagine que l'ordre des médecins va commencer à réagir en disant, mais attendez, comment peut-on dire qu'un médecin psychiatre soigne par la méditation? Est-ce qu'il t'a soigné? Bah moi oui, moi c'est mon expérience. Après, chaque thérapeute peut aider différemment. Enfin, je peux parler pour personne d'autre que moi. D'abord, c'est hyper important que ça reste. Enfin, j'écris pas ça pour qu'on se compare, pour quoi que ce soit. C'est important. Qui le met sur ton chemin? Eh ben, c'est Capucine en fait, parce que il soutient le film et que il est comme ça en référent. Sur le film pour toutes les questions, parce qu'il étudie, lui, l'Inde sacrée depuis des années, quoi. Il est installé depuis des années. Ça fait 40, 50 ans qu'il médite. Il a rencontré les plus grands, des très grands maîtres indiens. Mahananda Mahi, je ne sais pas si certains connaissent, c'est une grande sainte indienne qui est magnifique. Enfin, voilà, donc il est dans la lignée de cette grande sainte, avec Arnaud Desjardins aussi, qui a été très inspiré par Mahananda Mahi, donc il est dans cette lignée-là. Est-ce qu'avec les difficultés que tu as, avec ce que tu as vécu, on pourrait imaginer que la méditation n'était pas nécessairement faite pour toi, hein? C'est quelque chose qui t'a tout de suite appelé? Ouais, c'était tout de suite hyper évident. On m'a dit de fermer les yeux, j'ai entendu les psalmodies des moines. Je suis partie tout de suite dans un truc très paisible, avec un truc très lumineux, avec très vite des visions, des choses. Et c'est là que Jacques a été super parce que au départ, il s'agissait d'abord de calmer le mental et pas d'aller dans essayer. Donc c'était laisse ça de côté, c'est ton ego, laisse ça de côté, laisse ça de côté. Et bon, quelques années plus tard, j'ai compris que toutes ces visions, etc., elles avaient un sens et que je pouvais plonger dedans, mais parce que j'avais déjà une certaine stabilité de mon mental, donc j'étais prête à le faire. Il a canalisé un peu, Ouais, on a le mais sentiment. complètement, mais il m'a vraiment guidée, il a été... je pouvais l'appeler si ça n'allait pas, il était très présent, il m'a invité à des stages de méditation, c'était vraiment très... C'était une vraie guidance, quoi. C'était un vrai soutien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a compté Énormément. énormément Énormément. dans ton parcours, dans ta vie, dans ta guérison, Ouais. enfin en tout cas dans ton évolution, Complètement. clairement. Autre personne qui a compté, Ah
ce voyage de noces incroyable. C'est Julien. C'est Julien, ouais. C'est ton mari, Ouais, le papa de tes enfants, oui, on va y revenir. Le musicien aussi. aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah lui, on est allés ensemble à un autre Kalachakra pour notre voyage de noces. Donc c'était engageant, hein, c'était pas rien de me suivre là-dedans. Parce que lui, il vient pas du tout de cet univers-là? Non plus, Non. pas du tout. Non, non, aucun lien avec la spiritualité. Lui, il avait quand même quelque chose avec les chrétiens. Il était sorti avec une fille qui était très religieuse et ça l'avait beaucoup marqué. Et puis la musique, lui, ça lui donnait une connexion forte. Il était quand même, il a une connexion naturelle, hein. Mm. Lui, Comment vous vous rencontrez? ben, on s'est rencontrés en école de journalisme. Donc, et en fait, tu vois, on pense qu'il y a un déclic avec l'Inde, mais il y avait déjà des choses. C'est pas non plus. Je pense que c'est un chemin qui fait qu'un jour on est prêt à vivre un certain déclic et que l'arrivée de Julien et d'autres copains avec Eddie, Romain Barbeau, enfin, c'est des copains qui faisaient du rock, qui faisaient de la musique un peu grunge, et ça m'a fait vachement de bien aussi. Ça a été une première porte vers un certain lâcher-prise aussi et vers une expression qui était possible par l'art à mon niveau. Il y a eu un truc qui, en fait, je suis capable de faire de la musique. Il y a eu un peu ce truc-là qui a été hyper apaisant aussi, et, mais qui n'a pas été, que j'ai pas compris tout de suite, mais il y avait une bande de copains qui étaient sympas et avec qui on s'entendait bien. Julien, c'était mon copain. C'était un copain à l'époque. On a mis des années à comprendre qu'on pouvait. Il y avait quelque chose. Et puis, il y avait peut-être rien au départ. Enfin, on a construit vraiment une relation. Je pense on s'est aimé de plus en plus jusqu'à se marier, quoi. Un jour, en écoutant la musique de Julien, j'ai senti la présence d'un être d'étoile. C'est comme ça que j'ai eu la guidance qu'il fallait qu'on se marie. Nous nous connaissons depuis longtemps et c'était une évidence qui ne l'était pas, en tout cas avant, puis d'un coup, comme ça, hop, allons-y. Oui, alors ça, je le dis pas. Mais oui, C'est dit. oui, c'est dit, et c'est chouette de le partager aussi parce que, en vrai, c'est magnifique. En vrai, notre relation, elle est magnifique depuis le début et il y a vraiment eu une présence. Moi, j'ai senti que c'était Léon et c'était notre petit garçon. Petit garçon. Et ouais, c'est quelqu'un de celui du milieu. Le petit Léon, Ouais, qui est né le 29 janvier 2015, ouais. c'est ça? Il a 8 ans? Il va avoir 8 ans. Il a 8 ans. Et puis arrive Théodore, Mm. après. Alors, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que tu écris ce livre? C'est une histoire qui est douloureuse, tu as quand même considérablement souffert. Tu peux aussi faire souffrir des gens de ton entourage en écrivant cet ouvrage. Pensez aussi aux petits qui le liront plus tard. Mais on a le sentiment quand même que c'est plus fort que toi, cette espèce d'exutoire et le fait de se dire, voilà, je l'ai écrit, c'est bon, je raconte ma vie, elle est là, et tu avais besoin que les gens sachent. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas eu vraiment le choix. Quand je suis revenue de mon voyage, j'étais perdue, je savais pas quoi faire. Très vite, du voyage en tout, des 9 mois en tout, je savais pas quoi faire trop de ma vie. Et puis, on s'est mis ensemble avec Julien, je me suis installée chez lui et puis je me suis mise à écrire et je pouvais pas faire autrement. En fait, je passais mes journées à faire ça. Et pourquoi tu as mis autant de temps? 9 ans? J'ai pas mis tellement de temps à l'écrire, je pense 1 ou 2 ans. Mais enfin, ça peut paraître déjà beaucoup. Mais j'ai mis beaucoup de temps à penser que j'étais légitime à le sortir et que j'arriverais à affronter la critique et qu'on me dirait bah t'es guéri maintenant et je serais capable de dire je sais pas, je m'en fous quoi en fait. Mais il m'a fallu des années pour pas enfin pour être tranquille Avec ça. avec la critique éventuelle et avec tout ce qui pourrait j'avais l'impression qu'il fallait que, c'est ce que je raconte à la fin, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois vraiment guérie ou que je sois vraiment plus jamais triste ou je me mettais vraiment une pression dans. Et puis un jour j'en ai eu marre.
Et puis le livre, il est sorti. Le livre est sorti. C'est un livre aussi qui s'adresse, je le disais en introduction, je disais que c'était un livre touchant et poignant, mais c'est aussi un très beau témoignage pour les personnes qui sont diagnostiquées dépressives ou bipolaires, parce que Ouais, il y a des clés bah, en fait, c'était aussi ça que dans ce j'avais. livre. Parce que quand on m'a donné tous ces diagnostics et que j'ai vécu tout ça, on m'a pas dit qu'il y avait de solution. En fait, on m'a dit il n'y a pas de solution à part les médocs. Donc, en fait, moi, ça fait 10 ans que je prends plus de médicaments et ça va, quoi. Donc, j'avais envie de témoigner aussi et de dire qu'il y avait d'autres méthodes et que, Mais pourtant, tu dis que tu ne te sens pas guéri, hein. ouais, mais quand même, je prends plus de médicaments et j'ai quand même une vie plus stable, Oui. je me drogue plus. Enfin, voilà, il y a quand Mm. même des améliorations Mm. qui sont importantes, quoi. J'ai plus besoin de retourner tout le temps en clinique psy, plus besoin de prendre de médicaments. Enfin, Alors ça, voilà. c'est pareil, le fait d'arrêter les traitements, de ne plus retourner dans les hôpitaux, les cliniques, ça a été une volonté de ta part ou est-ce que le corps médical t'a dit OK, c'est bon maintenant, tu peux arrêter? J'ai même pas essayé d'aller les voir, Ah hein. oui. Non, en fait, une fois que j'avais l'aval de Jacques Vigne, en fait, ça m'a suffi. À ce moment-là, ça m'a suffi parce que je voyais bien que j'allais de mieux en mieux et que avec une pratique de yoga et de méditation, j'arrivais à stabiliser l'esprit mieux que je l'avais jamais fait, en fait. Donc, il y a une confiance en moi aussi qui est venue où j'avais plus forcément besoin, et même à des moments, Jacques était moins présent, mais, et puis, ben, il y a eu la vie de famille aussi, la vie avec Julien. Hmm. Je pense que lui, il est mon miroir aussi. Je me rends bien compte dans notre vie si je pète des câbles ou pas. Puis il me enfin, Il te canalise aussi, lui. ouais, Hmm. énormément. Hmm. Mm. Et puis il y a cet équilibre, Bah oui, avec nos petits. c'est essentiel. Mais aussi les petits, bah parfois c'est dur aussi d'être maman. Ça réveille des trucs, ça bouleverse des trucs. Et puis ben la force de Julien, c'est sa bienveillance, on va dire, parce que quand il y a des moments où je pète des câbles, il me juge pas, il s'en fout. Il me dit allez next, on passe à la suite. Ça veut dire quoi péter un câble chez Marie de la Tour? C'est des moments où parfois en fait, j'ai des grandes fatigues, donc il y a des moments où je peux plus rien gérer, ou même ça peut m'arriver de faire encore des crises d'angoisse, quoi. J'en fais de temps en temps. Je suis vraiment tellement sensible et tellement à fleur de peau que si je prends pas vraiment soin de mon environnement, d'une régularité, de ma fatigue, d'aller me reposer au bon moment, Hmm. je crie, parfois je crie sur les enfants, je Hmm. suis pas du tout irréprochable, quoi, hein. Hmm. Quand on parle de cet ouvrage, hein, de l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange, je rappelle, c'est aux éditions, c'est chez Mama Édition, tu dis aussi, tu donnes ces fameux conseils, et en même temps tu dis, alors je donne des conseils, et en même temps j'ai pas de conseils à donner. Tu vois, il y a cette ambivalence qui est assez étonnante aussi, c'est-à-dire que tu pourrais dire qui je suis pour donner des conseils, mais pourtant tu ne relates que ton expérience. Et les gens iront puiser ou chercher peut-être ce qui leur parle au sein même de ton ouvrage. Quels sont les conseils que tu donnes quand on est dans cet état un peu largué, on ne sait pas très très bien ce qu'on veut faire de sa vie, qu'on a ces phases comme ça Mm. de up and down en permanence, ou voilà cette bipolarité que peu arrivent à diagnostiquer. C'était difficile de diagnostiquer une bipolarité qui plus est. Mhm. Donc quels sont les conseils que tu donnes dans cet ouvrage? Alors, pourquoi je veux pas donner de conseils? Parce que je déteste qu'on me donne des conseils. J'ai beaucoup de mal à mettre de la distance. Ça va mieux maintenant, mais j'ai beaucoup de mal à mettre de la distance avec ce qu'on me dit. Quand on me dit, ah, tu devrais faire ça, je me dis tout de suite, c'est le truc que je dois faire et j'ai pas le choix. Et si je le fais pas, j'ai de la culpabilité qui s'installe, etc. Donc, c'est un peu pour éviter que le lecteur puisse ressentir de la culpabilité s'il suit pas mes conseils. C'est vraiment pour mettre de la distance parce que je déteste ce truc d'injonction, Hmm. ça me saoule, quoi. Mais un conseil, pas une injonction. Ouais, je sais, mais il y a quand même un espèce de truc, on entend des conseils de partout et on a appris à obéir, donc souvent on a du mal à se détacher du conseil et à le prendre et à pas le prendre comme une injonction, justement. Mais sauf que là, le fait de donner un conseil dans ton livre, de l'écrire, ça peut être considéré comme une injonction Bah, pour certains. oui, mais c'est pour ça. Donc j'essaie de dire aux gens, c'est surtout Oui, c'est ça. Ouais.
Je vous donne des conseils, mais bon. En fait, c'est pas vraiment... Je l'ai écrit dans le sens où que moi, j'aurais voulu entendre à ce moment-là. Et ce qui, moi, m'a fait du bien. Donc voilà, après, chacun le prend comme il l'entend. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu entendre à l'époque? Alors, je l'ai écrit très bien et je sais même plus ce que j'écris là-dedans. En tout cas, tu donnes ces conseils pour être sur, évidemment, la gentillesse, la bienveillance, reconnaître et accueillir la dépression, déterminer. Parfois, c'est pas possible. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je dirais que c'est l'entourage, c'est d'appeler à l'aide surtout. C'est surtout ça, de savoir... S'autoriser à demander de l'aide. C'est surtout ça, de dire, mais là, ça va pas, quoi. Parce que la famille peut rester pendant des années à penser que ça va à peu près, ou un truc comme ça. Mais le jour où vraiment on dit, écoutez, j'ai envie de crever, là, je vais pas bien, aidez-moi, faites quelque chose, c'est pas du chiquet, c'est je vais pas bien, là. Je suis pas en train de faire un caprice, je suis pas en train d'essayer de faire ma maline ou d'attirer l'attention à moi, j'ai juste, je vais pas bien. Et à ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui peut bouger. Après, je sais pas si j'avais dit ça à mes parents à l'époque, ils n'avaient pas de ressources, donc je sais pas ce qu'ils auraient pu faire non plus. Peut-être qu'il faut réussir à s'adresser aux bonnes personnes, peut-être à des assos, peut-être... Il y en a une qui s'appelle la Maison Perchée, qui est pas mal pour les... Je trouve que le nom est pas très... Je trouve que la Maison Perchée, quand on parle de ces sujets, je trouve que c'est pas... Justement, ils ont tendance à dédramatiser le truc, ouais. Ils sont pas mal sur la schizophrénie. Bon, je sais pas, hein, chacun... En tout cas, toi, l'art t'a sauvé, Bah oui. la méditation t'a sauvé, le yoga t'a sauvé. En tout cas, ce sont tous ces univers-là qui t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui, une maman, une épouse et visiblement quelqu'un qui arrive à se stabiliser, même si tu l'avoues, cette stabilité, elle est encore fragile. Ouais, et c'est ça en fait, c'est la passion. C'est-à-dire que peut-être que ce qui va vous sauver, c'est de faire de la voile. Peut-être que ce qui va vous sauver, c'est de jardiner. En fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la dépression nous dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Et moi, la dépression, elle me disait tranquille, reviens à toi, fais de la musique, des choses comme ça. En fait, tu veux pas faire une grande carrière. Enfin, peut-être que si tu veux faire une grande carrière, mais c'est pas le cœur de ton. T'es pas venu forcément pour ça. C'est pas ça le point de départ en fait de ton évolution. Et c'est des choses que moi j'étais pas prête à entendre parce que j'avais envie de trouver un métier, de gagner de l'argent, de trouver ma place dans la société. C'était que des choses en fait qu'il fallait faire. Mais ça m'invitait à me dire mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux aller où? Qu'est-ce que j'aime? Moi je voulais chanter en fait. Je voulais m'écrire des livres, je voulais pas écrire des livres, je voulais pas être journaliste. Tout ça c'est des étiquettes que je me suis mises parce qu'il fallait trouver une occupation glorieuse ou je sais pas, un truc qui me plaise. Et que chanter ça n'a pas de sens. À moins qu'on soit, je sais pas, quelle soprane extraordinaire. Mais ça demandait un boulot que j'étais pas prête à fournir, quoi. Est-ce que depuis la sortie de ce livre, il y a des choses qui ont changé dans tes relations avec les autres, des gens qui se sont manifestés, des gens qui ont regretté? Des gens qui ont regretté, je sais pas. Tu dis que tu as fait la paix avec ta famille? Ouais, je suis... Et même, il y a des trucs que j'assumerais, que je dirais plus jamais aujourd'hui, mais je veux les assumer telles qu'elles étaient. C'est une peinture de qui j'étais à ce moment-là, et j'ai pas envie de le trahir, et j'ai pas envie d'aller raconter autre chose que celle que j'étais à ce moment-là. J'ai essayé d'être vraiment fidèle et honnête. C'était vraiment ce à quoi j'ai tenu beaucoup. Dans tout le process d'écriture, je relisais toujours, enfin, j'ai vraiment eu des relectures en me demandant est-ce que je suis honnête? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti? Est-ce que je peux aller plus loin dans la description du sentiment ou de ce qui m'entourait, du décor, de quelque chose? Mais voilà, en essayant surtout d'être le plus honnête possible.
Et ça a fait bouger des choses déjà parce que quand on écrit un livre, il y a une espèce de reconnaissance sociale, un truc de «Ah, elle a écrit un livre! C'est ce que Ah, j'ai dis dit donc!» à un chanteur qu'on a reçu ici qui s'appelle Flo de la Vega. Je lui dis, c'est Ah quand oui, même la classe d'avoir écrit un bouquin. voilà, C'est quand même la classe. voilà. Et c'est vrai que c'est beau. Oui, c'est un bel C'est un objet. bel objet. Et puis, surtout quand tu te racontes comme ça, et avec des choses aussi intimes, aussi bouleversantes, donc qui remuent un petit peu. Euh, et moi, j'aimerais vraiment que tu nous expliques, pour terminer, justement, cette phase de pardon. Tu as pardonné? Oui, ouais, je pense. À quel point on pardonne, je ne sais pas, mais en tout cas, je me sens en paix parce que j'ai pu vraiment leur expliquer. Et ce livre aussi a pu aussi, le fait de l'écrire m'a permis de me poser par rapport à ce que j'avais ressenti et de mettre des mots et de dire, ben voilà, moi j'ai ressenti ça, je suis plus d'accord avec cette manière de faire, j'ai plus envie qu'on me parle comme ça, ça me fait du mal. Si vous voulez qu'on continue à se voir, ça va se passer comme si mes enfants, il y a mes enfants aussi, Bien sûr, bien évidemment. sûr. Ça permet aussi de savoir ce qu'on veut pas. Donc voilà, cette manière de faire, ça va plus être possible. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que mes parents ont tout entendu. Il y a quand même une liberté dans cette famille et une joie. Enfin, il y a quelque chose d'honnête, il y a quelque chose. Et je sais les apprécier pour ces qualités-là, justement. Hmm. Et tes Et, sœurs? et mes sœurs aussi, là, on vient de passer des vacances ensemble et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Oh, super. Ouais, bon, il y a eu un accrochage à la fin, mais voilà, sur l'ensemble, franchement, Il c'était... peut toujours y avoir de temps en temps Voilà, des petits dérapages. C'est pas... et puis j'ai une copine qui m'a dit, ça veut dire que vous étiez suffisamment en confiance pour vous permettre de montrer le pire. Et j'ai trouvé ça vachement bien et assez vrai. Et non, 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 c'est hallucinant, quoi, le chemin parcouru, d'acceptation les uns des autres. Ouais. Donc, Quel est voilà. l'avenir de Marie de la Tour? Moi, j'aimerais bien chanter, là. Bah oui, bah oui. J'aimerais bien, ouais, ouais, faire une résidence autour d'un piano pour composer un album. Et Julien, Julien, il est producteur, arrangeur, musicien de folie, donc bien sûr qu'il fera bah, partie du projet. il peut quand même Ah, composer des trucs, quoi. Il peut quand ouais, même faire mais il quelque faut que moi, chose. j'ai déjà mes chansons et qu'après, ils Ouais, viennent faire les ouais. arrangements éventuels. Mais Et dans quel registre tu veux faire ça? je pense que ça sera de la variété. Après, l'électro me tente bien aussi. Ah Je sais oui! pas ce qui va Ah se passer. oui! Je On pense est que... loin du lyrique, hein, quand même, hein. On est loin Ouais, des basses classiques et ouais, ouais, c'est vrai. Et à la fois, peut-être que je pourrais changer. J'ai vraiment envie de faire cette expérience, de me retrouver avec tous mes textes, un hmm. piano et de voir mes chansons et de voir après les arrangements parce Ah, super. que, voilà, de On a le voir tout. sentiment quand même que t'as plus vraiment envie de perdre de temps. Non, 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 c'est clair. C'est chouette. De l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange, et je comprends maintenant pourquoi tu souris quand on a démarré l'émission en disant oh, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, j'ai Ouais, l'impression que c'était une autre vie, ouais. j'ai l'impression que c'était il y a si longtemps. Mais c'est bien de l'avoir écrit ce livre. C'est bien de t'être confié. Je trouve que c'est un exutoire. À chaque fois, chaque personne qui vient s'asseoir dans ce canapé nous dit la même chose. Oh, même si j'en vends que deux, peu importe, même si j'ai pas la reconnaissance littéraire voilà, du microcosme parisien, je m'en fous. L'idée, c'est quand même d'avoir écrit le Mm. livre, d'avoir couché sur le papier cette espèce de mal-être que je pouvais avoir, et de me libérer de tout ça pour avoir une nouvelle Marie de la Tour. Ouais, mais je pense qu'il y a un moment où j'en avais pas du tout rien à foutre de l'écho que ça pourrait C'est avoir. vrai? Ouais, je Mm. pense qu'il y a eu un moment où j'avais beaucoup d'attentes par rapport au succès du livre et que ça m'a aussi empêché de le sortir pendant longtemps. Voilà. Il y avait un mix des j'ai peur de me montrer et j'ai peur que si je me montre, ça s'enfloppe. Donc, Et c'est pas le cas. ben non, puisque je suis là. C'est parfait. Voilà. De l'hôpital Sainte-Anne aux rives du Gange, voilà un ouvrage qu'il faut lire, qu'il faut peut-être offrir aussi, tiens, pourquoi pas, de la folie au sacré, c'est le journal d'une guérison de l'âme, et c'est une belle âme que celle de Marie de la Tour. Ne manquez pas de partager, voilà, je sais plus ce que je veux dire. Partagez évidemment, laissez un petit commentaire si vous le pouvez, si vous le souhaitez, on fera suivre tout cela aussi à Marie, et puis peut-être que la prochaine fois qu'on te reçoit sur un plateau, c'est en chanson. Ah bah avec plaisir, avec Julien à la guitare. Avec Julien, ah, ça serait Ouais, super.
On met un pied là, avec un micro là. Hop, Il y a une hop, hop. guitare déjà. Il y a une guitare déjà, il y a une guitare qui n'est pas du tout accordée, hein, je te dis tout de suite. C'est-à-dire, si Julien voit ça, il va faire brrr. Il va l'accorder. Il va tu vas l'accorder, jouer. il va l'accorder en 2-2. Merci en tout cas, Marie, merci infiniment. Merci pour cette Merci confession. à toi, hein, parce que c'est tellement gentil d'être accueilli. Enfin, c'est tellement beau d'être accueilli comme ça, avec tant de gentillesse et C'est normal. cette ouverture. C'est précieux et je te remercie. Merci à toi. Je suis toujours très touché par les parcours de vie comme ça, surtout quand c'est un peu bousculé. Quand c'est un peu, voilà. Merci infiniment à tous de nous avoir regardés et encore une fois, merci de votre fidélité à ABC Talk TV. Allez, au revoir.